Buonasera, buonasera a tutti. Vi parliamo dalla Fondazione dell'Albero d'Oro a Venezia. Questa è la quarta presentazione di un nuovo ciclo che abbiamo inaugurato quest'anno, il Seminario Presenta, una iniziativa dunque del Seminario di Filologia francese che siamo molto felici di poter, portare questa volta qui a Venezia per una presentazione che riteniamo veramente della massima importanza. Noi siamo qui a Venezia, alla Fondazione dell'Albero d'Oro, quest'oggi a presentare la nuova Pléiade delle opere complete di Verlaine, curata in solitaria, in solo, come una traversata dell'oceano, da Olivier Bivort, dal nostro carissimo amico Olivier, docente di professore ordinario di letteratura francese a Ca' Foscari. Questa opera importantissima che vedete davanti a me, 2 volumi di più di 1500 pagine, è uscita dunque da poco e la presenteremo, quest'opera, alla presenza di Olivier Bivort, ben inteso, con Ida Merello e Julien Zanetta. Ida Merello dell'Università di Genova, Julien di Ca' Foscari, anche lui, arrivato qualche anno fa, 2, 3, benissimo, la nostra matricola della francesistica e siamo felicissimi. Io vorrei ringraziare particolarmente Béatrice de Régnier, che è la padrona di casa qui alla Fondazione, che ci dà l'occasione di appunto essere qui a presentare questo libro. Ora, l'occasione è molto importante e anche, dal punto di vista amichevole, ricorda qualche cosa, perché con Olivier, con Ida, manca soltanto Luca Bevilacqua, tanti anni fa avevamo anche scritto una storia della poesia francese dell'Ottocento, presso la Terza. Molti di voi la conoscono perché è un libro che è stato regolarmente e tuttora regolarmente adottato nei corsi sull'Ottocento. Ovviamente la parte poesia di metà Ottocento, tutto quello che era proprio il pre-simbolismo e il simbolismo, è il terzo capitolo che è stato redatto da Olivier Bivort. Dunque noi avevamo già una chiave di lettura, una traccia almeno dell'enorme lavoro che si sarebbe svolto dopo. E io credo di poter dire che proprio qui, in queste pagine, lì dove Olivier parlava di sagesse, c'è una frase che mi sembra sia la domanda alla quale in parte risponde questa edizione molto particolare, perché è un'edizione, adesso ne sentiremo parlare, di grandissima originalità nel suo taglio, nella sua scelta, proprio nella sua costruzione. È un nuovo Verlaine che viene fuori. La domanda è questa, perché a un certo punto Olivier Bivort dice: sagesse non solo va considerato dal punto di vista spirituale, raccoglie preziose testimonianze sulla ricchezza e la pluralità dei registri della poesia di Verlaine. Ora, questa edizione proprio risponde a questa esigenza di mostrare la straordinaria ricchezza della varietà dell'ispirazione di Verlaine. È un libro che appunto mostra, che fa vibrare, diciamo così, tutte le numerosissime corde della poesia di Verlaine. Ora, io non dico altro perché non tocca a me. E a questo punto non posso che invitare dunque Olivier, Julien e dunque Ida al tavolo affinché poi possiamo iniziare. Prego. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour nous avoir rejoints nombreux et nombreuses ce soir. Donc, mon travail est à la fois simple et délicat. Il s'agira de présenter donc l'œuvre de Olivier, l'œuvre éditoriale, et je commencerai ainsi. Je l'ai écrit parce qu'autrement le temps serait trop court. Pour décrire ton pharaonique travail, je pourrais reprendre la phrase lapidaire qu'énonce Fraunhofer, le génial artiste du chef-d'œuvre inconnu, à Nicolas Poussin.
personne ne nous sait gré de ce qui est en dessous. Personne ne peut imaginer les diverses couches de texte, la mise au net, la datation, les noms corrigés, les manuscrits perdus, localisés puis vérifiés, ceux glanés dans les ventes, ceux à l'abri d'une bibliothèque lointaine, dormant chez un collectionneur jaloux, les chevilles reprises, le jeu infini des variantes, les hésitations relevées, la ponctuation rectifiée, les oublis ressuscités. Tout ça, Olivier, personne ne le peut, car personne plus que toi ne s'est aventuré aux confins de l'œuvre. Et le poème finit, celui qui, par la force des choses et des éditions, s'est imposé à notre mémoire, ce poème n'est en fait qu'une partie émergée et faussement stable qui laisse par en dessous une masse complexe et trouble, faite de renonciation et d'invention, de menus changements, parfois infimes, parfois formidables. Et elle nous fait oublier combien le texte est un animal capricieux et muable. Splendeur et misère de la philologie, avec un P majuscule que tu as déployé dans ces 2 volumes. Splendeur pour les découvertes, l'ampleur de l'érudition, la précision de tes remarques. Misère pour la peine ou le travail que certains jugeront ingrat, mais que nous, lecteurs zélés, pouvons mesurer. Misère surtout pour les impératifs éditoriaux qui ont réduit ou raccourci certains de tes efforts, et non des moindres, on y reviendra. Pour soulever un poids si lourd, Bivort, il faudrait ton courage, bien qu'on ait du cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court. Pour citer un autre poète dont nous parlerons ce soir. Personne donc ne peut imaginer cela, à moins qu'il ne t'ait vu ou côtoyé durant cette période dense, période pressée, période lente aussi, car ce travail est tel. Nul mieux que toi n'a sa place dans la série du Seminario Presenta, et nul mieux que Verlaine n'a été servi par tes soins pour se refaire une beauté. Car voilà, comme il arrive, lorsque surgit d'entre les archives la photographie inconnue d'un auteur qu'on adule, nous découvrons, grâce à toi, un nouveau Verlaine, nouveau texte, nouveau visage, nouvelle allure, nouvelle configuration de l'œuvre dans son ensemble. Le même est un autre, et nos habitudes de lecture doivent de fait être réformées. Bien entendu, on dira qu'on a coutumièrement affaire à ton Verlaine, c'est-à-dire ta version de Verlaine avec ses partis pris, ses choix, ce qui est inévitable. Mais le travail philologique, justement, la sobriété des annotations et l'importance des découvertes, contribuent à effacer ce possessif importun et laisser à l'œuvre elle-même le soin de s'affranchir d'une tutelle ou d'une appartenance autre que celle de son auteur. Nous avons bien affaire à Verlaine, non pas le tien, mais celui sur lequel il nous faudra tous travailler à nouveau frais. Nous le redécouvrons dans son impressionnante versatilité, sa richesse, et tu nous donnes les outils pour y parvenir. Car l'édition Bivort, sachez-le, prend au sérieux l'auteur dont elle s'occupe, c'est une évidence, autant que le lecteur qui voudra bien s'y aventurer. Et ce n'est pas si fréquent. Pour employer des termes kantiens, Olivier nous traite en majeur, en nous donnant les instruments pour penser par nous-mêmes, la chronologie, qui est le principe directeur de cette œuvre, nous y reviendrons là aussi. Cette chronologie est un principe qui nivelle les tentations téléologiques, les brusqueries interprétatives et autres indélicatesses éditoriales. Verlaine est un immense poète, ça bon, d'accord, on le sait, mais aussi un acteur historique d'importance, un théoricien à son corps défendant, un arbitre des modes, un réfractaire chef d'école. Et tout ça, on l'apprend dans tous ces paradoxes, toutes ces foucades et ces volte-face. Les sauts d'un genre à l'autre, les révérences ou les mises à mal de la métrique, de la chanson au théâtre en passant par l'autobiographie ou le portrait critique, de la poésie mystique au sonnet argotique, de la plus haute crudité, et je vous assure qu'elle y est, à la douceur naïve, en passant par toutes les nuances de l'autodérision et de l'humour lucide, le trait d'union de son nom demeure. Et aussi, la même importance doit impérativement lui être accordée à toute période, du début merveilleux à la fin, hélas, supposément faible, mais ce supposément, à te lire, Olivier, n'est pas si faible, bien au contraire, et l'élian est moins pauvre qu'il n'y paraît. À ce titre, je voudrais souligner brièvement un trait, selon moi, très important, et je le dis aussi aux fins des étudiants qui sont avec nous, un trait méthodologique. Il s'agit de la manière qu'une édition travaille concrètement la réception de l'auteur, défaisant par là certains mythes tenaces, ce qu'on pourrait nommer en d'autres termes l'instrumentalisation mise au service d'une interprétation idéologique, par exemple. Lorsqu'on a affaire au disparate et à la profusion de l'œuvre verlainienne, une tentation se présente. Émonder,
pour faire surgir la figure élue, celle choisie au préalable, celle dont tel ou tel livre viendra confirmer ou infirmer notre parti pris. Pour Verlaine, qui fut communard et républicain, pieux et débridé, dans ses pièces chastes ou pornographiques, la chose peut être complexe, suivant sa dilection. Et on a pu lire des travaux s'efforçant de minimiser le très problématique voyage en France par un Français, car trop réactionnaire. Si le texte est effectivement pénible à lire, il n'est pas besoin de le reléguer aux oubliettes selon une décision d'idéologie propre à l'éditeur. Il demeure intéressant en tant qu'il témoigne des rapports de Verlaine à la politique, une période particulière où il s'essaie au pamphlet, sans grand génie certes, n'est pas Léon Bloy qui veut, mais reste ceci, et ça je crois que c'est vraiment important, les fulgurances ne devraient pas conditionner notre jugement au point de déprécier les chutes. Or, battant en brèche les partis pris, l'édition Bivort se révèle aussi une méditation en acte sur la manière d'éditer. Elle se sert de la philologie non comme d'un chloroforme destiné à taire les polémiques, mais comme d'un instrument permettant de multiples mises à distance. Mettre à distance n'est pas détourner le regard, et j'y insiste. La perspective du temps long, de la vue panoramique qui résiste, autre tentation, à l'esprit de système et qui voudrait promouvoir une cohérence au détriment d'une autre, ces cohérences n'ont pas lieu d'être pour qui fait œuvre de poète, ne renonçant à rien et surtout cédant à son bon plaisir. Ni gauche ni droite, mais tout ensemble, sans exclusion, car l'œuvre demeure la seule résultante qui importe. Toute l'œuvre. En ce sens, l'adjectif complet que vous voyez ici en couverture, nous avons affaire à des œuvres complètes, ce complet-là peut être bien sûr pris complet comme un sens presque trivialement alimentaire, qui apporte à l'organisme tous les éléments nécessaires à sa croissance ou à sa conservation, mais aussi dans son extension, Olivier nous a donné l'œuvre de Verlaine complétée, comme quand on disait l'intégrale de tel auteur. Intégrale, c'est-à-dire qui est sans restriction, sans modulation accentuante, tempérance et équilibre permettant d'aller outre les lieux communs, l'impair, le vague et la nuance, la chanson grise qui n'est plus si grise dans cette vie haute en couleurs, dans cette œuvre si profondément changeante. C'est aussi dire toute la perturbante inactualité de cette édition qui remet quelques églises au milieu d'autant de villages, et ce parti pris n'est guère à la mode, mais nous te remercions de l'avoir choisi. Aussi, donc, ma question est une question très ouverte. Pourrais-tu nous dire, à la lueur justement de ces traits de méthodologie que j'ai vaguement et rapidement brossés, quelles furent les principales difficultés auxquelles tu te heurtas lors de la création au long cours de cette refonte des œuvres complètes? Merci, merci Julien. D'abord, merci à Luca d'avoir rappelé notre vieux Laterza, qui a déjà quand même peut-être une vingtaine d'années, non? Alors, on n'est plus si jeune. Alors, je voudrais commencer par un rappel, à savoir, il est d'usage dans les grandes collections, comme l'est la Pléiade, de refaire des éditions nouvelles d'œuvres complètes. Nous le savons, Rimbaud, je me limite à la fin du 19e, mais Rimbaud, Baudelaire, qui est sorti il y a 2 ans, et édition à laquelle Julien a participé. Ce n'est pas un luxe de refaire des œuvres complètes, d'abord parce que les perspectives critiques changent, bien entendu, le regard des lecteurs aussi, l'intérêt même des lecteurs change. Et quand on refait une édition d'œuvres complètes, on est amené non seulement à réfléchir sur la position critique qu'un éditeur peut avoir au moment où il rebâtit ou reconstruit ou reconfigure, disons, un ensemble de textes, et il est amené aussi à s'interroger sur, et tu as prononcé ce mot qui m'a fait plaisir, sur la réception de son édition. Est-ce qu'un lecteur d'aujourd'hui est prêt à entrer dans une œuvre foisonnante, nous l'avons dit, parfois déconcertante aussi dans
dans sa volubilité peut-être. Est-ce qu'un lecteur d'aujourd'hui est prêt à y rentrer facilement? Quel est son bagage? Qu'est-ce qu'il attend aussi? Pourquoi irait-il acheter les nouvelles œuvres complètes de Verlaine? Donc c'est une question c'est la première question que je me suis posée dès que j'ai commencé ce travail. Là, le deuxième aspect dont je voudrais parler, ce sont les précédents. À savoir, l'œuvre... il n'y a jamais eu, dans la collection La Pléiade, d'œuvres complètes de Verlaine avant celle-ci. Il y avait des œuvres poétiques complètes, un volume, et des œuvres en prose complète, un autre volume, selon une division historique classique, je veux dire, qui faisait autorité jusqu'il y a une vingtaine d'années où on séparait les genres, la prose d'un côté, la poésie de l'autre, peut-être un peu chez Verlaine avec cette idée que la prose était, moins importante que la poésie et qu'elle ne méritait pas d'être mise sur le même niveau que la poésie. Ce sont des éditions qui sont très datées. L'édition des œuvres poétiques complètes que vous pouvez toujours acheter, qui est toujours en librairie. La première édition date de 1938. Je ne voudrais pas vous assommer avec des dates, mais 1938, ça signifie, n'est-ce pas, si vous faites le compte, 86 ans, 88 ans. Donc c'est avant-guerre. Édition brillante, confectionnée par Yves-Gérard Le Dantec, qui a eu une importante révision dans les années 50, 54, 59. Et puis, un autre éditeur a pris le relais, Jacques Borel, en 1962, en modifiant, le plan de l'édition, de la première édition, en éliminant toute une série d'éléments philologiques et en les remplaçant par des commentaires psychologisants. C'est la critique des années 60 pré-structurale, si vous voulez, qui voit dans les textes une image de la vie de l'auteur, de sa psyché, de sa... C'est cette édition-là qu'on a utilisée jusqu'à aujourd'hui, mais qui, elle aussi, a 60 ans d'âge. Les œuvres en prose, elles, datent de 72, et elles ont été confectionnées par le même Jacques Borel dans le même esprit. Alors, donc, un changement était nécessaire dans l'ordre, je veux dire, du plan de cette œuvre, et j'ai parlé du regard critique, mais je voudrais parler aussi de la complétude de cette œuvre. En 60 ans, on a découvert une cinquantaine de textes de Verlaine qui ne se trouvent pas, évidemment, dans ces éditions qui étaient disponibles, qui sont encore disponibles aujourd'hui en librairie, le temps qu'elles s'écoulent et qu'elles disparaissent. Une cinquantaine de textes, dont des textes très importants, des textes critiques, des poésies. J'ai moi-même, je veux dire, en faisant mes recherches dans les archives, trouvé une dizaine d'inédits de Verlaine. Il y en aura certainement d'autres. Donc les œuvres complètes ne sont pas finies. Ce qui est peut-être aussi une raison pour, je veux dire, pousser un peu vers l'avenir une prochaine édition des œuvres complètes. Si c'est dans 60 ans, on ne sera plus là, évidemment, pour les lire, mais on peut l'espérer. Voilà un peu la perspective que je me suis donnée et les raisons pour lesquelles j'ai adopté ce plan chronologique mêlant vers et prose dans un dessin de lecture par période. Donc j'ai utilisé des périodes chronologiques fixes pour que le lecteur puisse rentrer dans un arc temporel de 4 ou 5 ans, à la fois dans la critique, à la fois dans la prose, à la fois dans la poésie, et voir comment tout cela s'éclaire, parce que c'est important, quand on doit appréhender une œuvre complète, de comprendre ce que signifie complet. Et il me semble que ce type de classement, qui est neutre évidemment, puisqu'il est chronologique, je veux dire, Julien rappelait tout à l'heure l'importance de l'idéologie dans la critique verlainienne, du fait que certains textes
ont longtemps été absents des œuvres complètes, même de la Pléiade. Les textes dits pornographiques, Femmes et Hombres, qui sont des textes des années 1890-1891, ne sont rentrés dans la Pléiade qu'en 1989. Je veux dire, ils ont été absents des œuvres complètes de la Pléiade pendant 50 ans, là aussi. Donc, il y a quelque chose aussi qui est de cet ordre. Il me semble que la chronologie pure permet de dépasser ce type d'impasse. Et d'impasse, je veux dire, de contenu, mais d'impasse critique aussi. Voilà. Peut-être qu'on va revenir sur cette question. Oui. Je vais passer tout de suite la parole à Aïda, sinon il va falloir m'assommer. Non, je te pose tout de suite une question, et comme ça, tu peux recommencer. Parce que lorsque je lus, je me suis aperçue que cette idée de l'ordre chronologique, en réalité, c'est une herméneutique différente par rapport aux autres. Parce que, par exemple, Gérard et Dantec utilise aussi l'ordre chronologique, mais il divise les poésies majeures par rapport aux mineurs, aux textes mineurs. Et donc, voilà, il a déjà choisi, en raison de son goût, les choses les plus importantes et celles qui sont le moins. Toi, au contraire, tu dis que tu n'utilises que l'ordre chronologique. Ah oui, excusez-moi. Mais en fait, par là, tu mets à côté des textes qui, comme ça, se parlent et permettent au lecteur de voir les liens qui existent entre un texte critique, entre une poésie, un poème ou bien un conte. Et par exemple, Sagesse est bien mis à côté du voyage, et donc l'histoire du voyageur en France. Et donc voilà, on voit bien l'intention et l'attention de Verlaine aux valeurs chrétiennes au moment où il écrit Sagesse, et on voit les rapports. Et comme ça, on peut lire et on comprend davantage Verlaine que si on voit des choses qui sont séparées. Et j'ai trouvé cela formidable parce que cela permet des curiosités nouvelles, permet des aperçus nouveaux, des choses qu'on a déjà lues auparavant. Et moi, j'ai découvert, par exemple, des contes que je n'avais jamais lus parce qu'ils étaient mis de côté, parce qu'ils ne paraissaient pas importants aux yeux de ceux qui considéraient les œuvres majeures. De plus, on peut voir, ce que tu dis aussi me paraît extraordinaire et très important pour les jeunes gens d'aujourd'hui et pour les études. Tout ce qui étudie Verlaine maintenant, parce qu'on peut effectivement voir les choses cachées et voir qu'au-dedans des choses cachées, il y a un style, une capacité de style, des nouveautés, une richesse, un foisonnement d'idées, de langage, une attention formidable du point de vue linguistique, du point de vue de l'oreille, dans des textes qui étaient considérés jusqu'à maintenant comme mineurs. Et l'emploi de la langue, même dans le langage des lettres, des confessions, des hôpitaux, ou bien des contes qui sont considérés comme pornographiques, révèle une attention totale de l'homme à ce qu'il écrit. Donc tu as montré une autre Verlaine, tu as fait une œuvre, à mon avis, révolutionnaire. Ce n'est pas tout simplement un ordre chronologique par rapport à une différence entre des genres. C'est vraiment une œuvre de révolution. Depuis, je peux dire que par hasard, j'ai découvert qu'il y a un jeune homme qui est élève de Paolo Tamassia, mais ce n'est pas Tamassia que lui a suggéré, qui vient de traduire les proses de Verlaine parce qu'il les a découvertes en lisant la Pléiade. Donc, il est en train de traduire Louise Leclerc, etc., parce que il a trouvé quelque chose qu'auparavant il n'aurait jamais découvert. Et donc, la question que je voulais... Là, c'est un compliment et tu peux l'accepter. Mais la chose que je voulais te demander, donc tu parles de décadisme.
Alors, décadisme, oui, on sait bien ce que c'est, mais en fait, j'essayais de trouver la racine du décadisme. Et dans le trésor de la langue française informatisée, j'ai trouvé que ce n'est que chez Verlaine qu'on trouve le mot décadisme, parce que les autres ne l'utilisaient pas, et ce n'est que dans les textes de Verlaine. Et voilà, c'est la question un peu curieuse peut-être que je te pose. Alors, je réponds tout de suite à cette question philologique. Le créateur de ce mot décadisme est Anatole Baju. Anatole Baju, qui est donc un publiciste complètement oublié aujourd'hui, grâce à Dieu, nous n'avons rien perdu, et qui est l'éditeur d'une brochurette qui s'intitule « Le Décadent », dans lequel il a essayé de construire une école qui s'opposerait au symbolisme. Et Verlaine, qui est toujours à l'affût, n'est-ce pas, des occasions de publication, surtout quand elles sont payées, a publié toute une série de textes dans cette revue, Le Décadent, en reconnaissant à Baju le génie, dit Verlaine, il y a un peu de complaisance, d'avoir créé le mot décadisme et d'avoir évité le mot décadentisme. Voilà, pour répondre. Parce que j'avais lu le décadent de Oui. Baju, je n'avais pas trouvé décadisme chez Baju. Et puis, lorsque je cherchais dans le trésor, j'ai trouvé que... Il y a un article de Verlaine où il cite sa source. Alors, bon, ça a peu d'importance, mais enfin, je veux dire, ça n'a pas d'importance et ça en a quand même, parce que le fait qu'un auteur, s'inscrive de lui-même dans un courant littéraire ou dans une école littéraire ou revendique son appartenance à une théorie littéraire est évidemment très important pour nous qui étudions la littérature, parce que nous nous plaisons à situer précisément les auteurs en fonction de grands courants d'esthétique et de théorie. Il me semble, j'ai essayé de le montrer aussi à travers la construction chronologique de mon édition, que Verlaine, quoi qu'il profite sans arrêt, je veux dire, des appels du pied qui sont lancés par ces nouvelles écoles, se garde bien d'y adhérer. Il n'y adhère jamais vraiment. Et d'ailleurs, dès les années 80, il écrit un texte très important sur une vieille édition, une nouvelle édition, des poèmes saturniens, où il dit « Je ne suis d'aucune école, je n'ai jamais été d'aucune école, je suis libre parce que le poète doit être un homme libre. Et s'il est, je veux dire, attaché à une école, à une théorie, il ne l'est plus. » Donc il faut faire attention quand on range Verlaine dans le symbolisme, quand on range Verlaine, le premier Verlaine, dans le Parnasse, un demi-Verlaine dans le décadisme ou décadentisme, un troisième Verlaine dans le vitalisme. Et le vitalisme, c'est une période qui caractérise le début des années 1890, où on revient contre une période contre-symboliste, où on revient à l'intérêt pour le réel et pour la vie. C'est le deuxième Gide, par exemple. Donc cette exigence de dépasser l'obscurité du symbolisme, la difficulté de lecture, et de revenir aux choses, aux choses du réel, au terre-à-terre. Eh bien, Verlaine y adhère pleinement, bien avant que ce courant devienne en effet un courant. C'est un auteur, là aussi bien oublié, qui a essayé de fédérer ce courant qui s'appelle Saint-Georges de Bouhélier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le frère de Lepelletier, le grand ami de Verlaine. Ça n'a rien à voir, mais enfin bon. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important à souligner. Et une deuxième toute petite chose pour reprendre ce que disait Ida sur les textes mineurs et les textes majeurs. Donc, une édition chronologique, même si elle est découpée en tranches, je vous ai parlé de périodes, j'ai découpé, si vous voulez,
la chronologie en 6 grandes périodes, qui sont à la fois des périodes littéraires et biographiques, je m'en explique dans l'introduction, permet donc de ranger côte à côte non seulement les recueils qui ont été publiés à ce moment-là par Verlaine, qu'ils soient des recueils, que ce soit des recueils de vers ou des recueils de prose, ils sont rangés dans l'ordre chronologique, et puis ce que j'ai appelé des textes épars, à savoir, donc dans chaque période, il y a un chapitre important de textes épars. Qu'est-ce que ça signifie, des textes épars? Ça signifie des textes qui n'ont pas été repris en volume par l'auteur, mais qui ont été soit publiés dans des revues, et qui sont restés là pour des raisons X, Y, Z, je veux dire, quoique Verlaine soit, je veux dire, quelqu'un qui récupère assez bien ces textes, même des textes très anciens, mais je leur ai donné une importance dans la chronologie qui est parallèle à celle des textes publiés, parce qu'il me semble que les textes oubliés en revue, ou même complètement inédits, jamais publiés, reflètent malgré tout un côté très important de l'activité littéraire d'un écrivain. Je pense qu'il faut éviter de parler de textes majeurs ou de textes mineurs, sinon en termes de jugement critique. Alors, tout le monde peut, et moi en premier lieu, considérer, je veux dire, les romances sans parole comme un des plus grands recueils de vers du XIXe siècle, et je n'ai aucun souci à appeler les romances sans parole un texte majeur. Vous me comprenez, ça c'est une position critique. En revanche, parler d'un texte non publié qui a un intérêt certain, il y a des textes merveilleux dans les textes épars qui sont là, je veux dire, comme des bijoux oubliés au fond d'une armoire, au fond d'un tiroir, et qu'on retrouve par hasard 20 ans après, ça me semble biaiser la lecture complète qu'on peut avoir d'une œuvre d'un écrivain. Et donc j'ai soigneusement évité tout commentaire de valeur. J'espère avoir rempli ce contrat-là, mais je me suis efforcé de ne jamais faire de commentaire de valeur. Il me semble que c'est au lecteur à apprécier la valeur d'un poème, d'un texte en prose. Ida vient de parler de Louise Leclerc, que pour ma part, je ne considère pas comme un chef-d'œuvre. Mais voilà un très bel exemple. Un lecteur prend plaisir à lire un conte. Voilà, eh bien, c'est tant mieux, mais il est à sa place dans les œuvres complètes, à côté des œuvres en prose publiées, n'est-ce pas? Voilà. Donc, parler d'herméneutique en parlant de chronologie, je pense que tu as touché précisément le but de cette édition. La chronologie qui a l'air tellement neutre devient une herméneutique, devient une façon d'appréhender et de lire. Tu as prononcé un mot, je crois, très très important, un mot extrêmement verlainien, c'est le mot de parallèle. Tu as dit en parallèle. J'ai essayé de maintenir ces textes. Alors, parallèlement est le titre d'un recueil fameux. Verlaine lui-même, à un moment donné, dans une de ses nombreuses déclarations d'intention, dit ceci, et je le cite: « Parallèlement à mes œuvres catholiques, je veux faire des vers et de la prose où les sens et leur vanité, l'orgueil de la vie et l'ivresse de la nature, sentis à ma façon, tiendront toute leur place. » Donc, l'idée du parallèle et de mener de front des carrières poétiques très différentes constitue, disons, un cas très particulier de Verlaine. C'est pour ça que, disons, je renforce encore dans l'idée de la chronologie. Vous allez vous trouver, si vous ouvrez cette édition, avec des recueils d'une chasteté extrême et d'une douceur parfaite qui, tout de suite après, dans le même temps, vont dans une ambiance complètement différente. Et je crois que c'est vraiment un des, pas le moindre des mérites de cette Pléiade.
merci. Oui, donc, en effet, Verlaine est donc l'auteur d'un recueil, d'un très beau recueil, très grand recueil, 1889, qui s'intitule précisément « Parallèlement ». Il aime ce genre de titre tiré avec des adverbes forgés cellulairement. Ouvrage écrit en cellule, en prison. C'est un néologisme, évidemment, emprunté au langage de la chimie, parallèlement. Oui, bon. Bref. C'est très important, cette idée que Verlaine lui-même ne se soit pas cantonné dans un genre, dans un style et dans un seul, dans un seul sentiment, dans un seul aspect de sa propre poétique, de son propre sentiment vis-à-vis de la poésie. En effet, toute la critique depuis le XIXe siècle s'interroge, parfois avec grande stupéfaction, avec pas seulement, sur cette rencontre qui n'est pas du tout fortuite, vous l'avez compris, entre des recueils catholiques, et quand on dit des recueils catholiques, ce sont des recueils, je veux dire, qui sont ultra-catholiques, à savoir qui sont dogmatiques, et donc qui ne dépareillent en aucune façon l'histoire de la littérature catholique. Au contraire, c'est la naissance de la littérature catholique moderne. Il faut bien le dire, jusqu'à Verlaine, la littérature catholique et surtout la poésie catholique est vraiment une poésie de bas étage, n'est-ce pas ? C'est de la rationalisation à n'en plus finir. Et Verlaine est le premier qui ait mis au service du catholicisme tout son art, tout son grand art. Et parallèlement à cela, il n'a pas cessé donc de construire une œuvre qu'il appelle lui-même une œuvre profane, au point que les critiques catholiques, jusque dans les années 50 du siècle dernier, ont eu une grande difficulté à reconnaître la valeur de l'œuvre catholique de Verlaine en disant « mais c'est pas possible ». Un écrivain qui, publie des textes pornographiques à la gloire de l'homosexualité ne peut pas être un défenseur du dogme catholique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, cette partie-là, de la critique catholique, n'a jamais reconnu à Verlaine l'authenticité ou la sincérité de son discours chrétien. Ce qui est une grande erreur, évidemment, tout simplement parce que ces critiques n'étaient pas prêts à accepter que la poésie moderne se saisisse aussi de la spiritualité. En revanche, on a des critiques catholiques jeunes, modernes, déjà au XIXe siècle, 1880, qui sont les créateurs de revues, comme le Saint Graal, par exemple, je pense à Emmanuel Signoret, qui reconnaissent en Verlaine le premier des poètes catholiques, Léon Bloy. Qui a parlé de Léon Bloy, je pense, c'est toi. Léon Bloy n'hésite pas à dire que Verlaine est le premier poète catholique depuis 2000 ans. Je veux dire, bien sûr, Léon Bloy est quelqu'un qui aime les extrêmes, mais enfin, il a bien compris qu'il y a là quelque chose qui est précisément de l'ordre de la modernité. Et Verlaine est donc moderne dans ses parallèles. Il est moderne parce qu'il est libre et il est moderne parce qu'il est riche. Avec autant d'élan, il est capable d'écrire un texte à la gloire de la Vierge Marie, et avec autant d'élan, il est prêt à écrire un texte sur les beautés des fesses de telle demoiselle. Et voilà comment il faut le reconnaître, C'est ça la modernité, n'est-ce pas ? La modernité, c'est s'affranchir. Je vais encore utiliser un terme peut-être un peu osé d'un point de vue
c'est s'affranchir des dogmes poétiques qui font que la poésie, c'est un exercice qui est limité dans ses contenus. Elle l'a été, évidemment. Tout l'âge classique, n'est-ce pas, n'a été qu'une limite des contenus dans la poésie. On ne peut pas parler de n'importe quoi en poésie, c'est pas possible. Eh bien, Verlaine est quelqu'un qui nous montre qu'on peut parler de n'importe quoi en poésie, et même de contenus qui sont apparemment complètement opposés, comme ces deux-là. Voilà. Et je pense que c'est quand même un trait très important qui caractérise ce poète et qui n'est pas fréquent dans l'histoire de la poésie. Je veux dire, prenez les autres auteurs dits catholiques, Jam, Francis Jam, Péguy, ne vont pas dans ce sens-là. Je veux dire, ce sont des auteurs qui sont très respectueux du dogme et qui n'en sortent pas publiquement, du moins. Verlaine, non, il s'en fiche complètement. Et voilà. Sont asexués. Tu as fait noter aussi, tu as remarqué dans ton livre que Verlaine est libre, surtout parce qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'il écrit et les mouvements qui se font. Par exemple, lorsqu'il écrit Dajadi et Naguère, qui paraît ensuite, c'est un art poétique qui paraît ensuite Dajadi et Naguère, il avait déjà changé par rapport au mouvement qui suit ensuite l'art poétique symboliste de Dajadi Naguère. Donc, il change, il est à l'avant, il revient sur ses poèmes saturniens en disant qu'il n'apprécie plus tellement son œuvre, au moment où son œuvre devient le chef de file de la poésie contemporaine. Donc il est toujours libre par rapport aux autres qui le suivent. Et lui, il est tout à fait libre et il continue. C'est-à-dire, dès qu'on le prend au collet, il s'échappe. Il ne supporte pas d'être embrigadé. Et donc, évidemment, alors, cette question des décalages, elle existe. C'est quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on peut penser quand on connaît un peu sa vie, qui conserve très très bien ses papiers. Je veux dire, même si vous voyez les manuscrits de Verlaine, je ne sais pas si on va peut-être en parler après, Verlaine écrit sur n'importe quoi, des morceaux d'enveloppe, des notes de café, son grand papier, c'est le papier de l'assistance publique qu'il reçoit gratuitement quand il est à l'hôpital et dont il utilise le verso. Mais sinon, je veux dire, on a des manuscrits de Verlaine qui sont, comment dire, qui sont incroyables d'un point de vue de l'étude philologique du manuscrit français. Bref, je ne parle pas de ça. Je voulais dire simplement que c'est quelqu'un qui ne perd pas ses textes. Et donc, à un moment donné, il va repêcher dans sa documentation tel texte qu'il estime pouvoir rentrer dans tel recueil à ce moment-là. Et la question, l'exemple que nous donne Ida est un exemple tout à fait parlant. Tout le monde connaît ce poème art poétique ou l'art poétique, ça dépend, il y a deux versions. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Tout le monde connaît ça. Ça fait partie du bagage de n'importe quel élève de littérature française. Ce poème paraît pour la première fois dans une revue qui s'appelle Paris Moderne, bon, toute petite revue de la rive gauche complètement inconnue, et dans le recueil Jadis et Naguère en 1884. Or, il a été écrit en 1874, c'est-à-dire 10 ans auparavant. Et donc, les symbolistes se reconnaissent dans un poème dont ils ne connaissent pas la date de composition, qu'ils croient être l'émanation la plus récente de la modernité la plus exacerbée, alors que Verlaine a déjà non seulement, comment dire, délaissé cette poétique-là, écrite 10 ans auparavant, pour autre chose. Et donc, il me semble que un des soucis que j'ai eu, c'est de dater le plus possible
tous les textes au mieux, parce que il me semble que les dates de composition d'un texte sont aussi importantes que les dates d'édition d'un texte. Et que la fourchette, quand elle existe, elle doit être mise en évidence. Je veux dire, si on lit, et ça arrive chez Verlaine, dans un recueil de 1895, un texte repêché en 1875, 20 ans auparavant, n'est-ce pas, comme si de rien n'était, on a intérêt à comprendre d'où il vient, parce que sinon on se pose des questions sur l'évolution de l'auteur, quoi. Donc c'est peut-être un aspect dont qu'il faudrait souligner, je ne sais pas. Tout à fait. Enfin, c'est-à-dire, tu as parlé avant de la rubrique créée texte épars, de ce beau mot qui convient très très bien à cet usage. Est-ce que tu pourrais parler peut-être aussi de la manière dont tu as eu à négocier ce virage entre vie et œuvre, et notamment la trop fameuse relation avec Rimbaud. Peut-être que tu pourrais faire un point, parce que tu es aussi spécialiste de Rimbaud, on le sait, et l'édition de référence en Italie de Rimbaud t'est due. Donc peut-être un petit point là-dessus nous aiderait. Merci. Bon, alors, ne t'offusque pas si je parle de tarte à la crème, s'il te plaît. C'est la tarte à la crème de la critique verléno-rimbaldienne, c'est bien évident. Je veux dire, c'est le couple mythique, n'est-ce pas, de la fin du XIXe siècle. On n'y échappe pas. J'ai essayé, en revanche, d'y échapper. À savoir que j'ai bien entendu publié tous les textes de Verlaine sur Rimbaud. Il y en a beaucoup, puisque Verlaine est le poète, et c'est la première chose que je retiendrai, qui a sauvé l'œuvre de Rimbaud de l'oubli. Sans Verlaine, nous n'aurions pas le bateau ivre. Je veux dire que nous ne connaissons que par un manuscrit de Verlaine. Donc, c'est déjà un aspect très important à souligner. Verlaine participe de la création littéraire de son ami, de Rimbaud. Et donc, ça, c'est un des aspects que j'ai voulu mettre en évidence en publiant les textes qui sont bien connus, il y en a beaucoup, une dizaine, puisque Verlaine a été l'éditeur de l'œuvre de Rimbaud chez Vanier en 92 et 95. J'ai essayé, en revanche, Julien, d'échapper à la biographie. Donc, il y a, comme dans toute Pléiade qui se respecte, une chronologie qui est, je veux dire, dense. Elle fait, je ne sais pas, 60 pages à peu près de chronologie, qui est divisée en 2 volumes. J'ai essayé d'être le plus précis possible dans cette chronologie, et c'est là que le lecteur trouvera, je veux dire, les aventures de Rimbaud et Verlaine, au jour le jour, avec des données essentiellement factuelles. Autre document que j'ai voulu fournir, et ça me semblait quand même important, ce sont les pièces judiciaires de l'affaire de Bruxelles. Donc vous savez ce qui s'est passé. Les 2 poètes se sont bagarrés. À Bruxelles, Verlaine est allé acheter un revolver a tiré sur son ami. Heureusement, il a simplement blessé au poignet. En sortant de l'hôtel, ils se sont dirigés vers la gare. Verlaine semblait avoir mis de nouveau la main dans sa poche pour prendre son revolver. Rimbaud a appelé un agent. Rimbaud a appelé un agent. N'est-ce pas, le grand anarchiste qui appelle la police pour dire attention, ce monsieur-là veut me tirer dessus, faites quelque chose. On arrête Verlaine, il est mis en prison, condamné à 2 ans de prison, n'est-ce pas, qu'il passera donc en Belgique. Les pièces judiciaires de ce procès, dont certaines sont non pas inédites, mais n'ont jamais été publiées telles quelles, sont présentes dans l'édition de la Pléiade, dans un chapitre que j'ai appelé « Documents », où j'ai rassemblé, par exemple, des interviews de Verlaine, parues dans des journaux. Ça m'a semblé intéressant aussi. Il y a un certain moment, dans les années début 90, Verlaine commence à être très connu.
et les journalistes l'interviewent. C'est le début de l'interview littéraire. Vous connaissez peut-être le livre de Jules Huret, L'enquête sur l'évolution littéraire. Huret qui est un des premiers grands intervieweurs d'écrivains. Et Verlaine répond, évidemment, en parlant de son œuvre. Donc j'ai rassemblé quelques-unes de ces interviews avec ce dossier de Bruxelles. Voilà, mais c'est ma limite. D'accord ? Donc je ne fais pas le panégyrique de cette relation. Ça ne m'intéresse pas. Non, je ne peux pas faire la conclusion. C'est toi qui dois faire la conclusion. Ou bien 10 minutes. Mais peut-être que quelqu'un a... Oui, Julien a encore une question. Sinon, je voulais dire que je trouve que cette édition conclut ce que tu avais commencé de façon monumentale et héroïque, on peut dire, parce que tu as mené en solitaire cette œuvre. Ce que tu avais déjà fait avec les éditions La Pochothèque. Parce que là, je me souviens, j'aimais Verlaine sans le connaître, parce que j'étais jeune fille. Et donc, il y avait les poèmes saturniens avec de Léo Ferré, avec l'introduction de Léo Ferré, comme s'il s'agissait de quelque chose de très simple, que tout le monde pouvait lire pour le chanter. Et puis, finalement, Olivier est arrivé, et dans la Pochothèque, tous les textes qui coûtent très peu, donc qui sont à la portée de tout le monde. Dans le livre de poche. Ah oui, tu as raison, excuse-moi. Et moi, je les ai aussi, mais je me trompe. Voilà, moi, je l'avais écrit correctement ici. Et donc, lorsque Olivier est arrivé, tout le monde pouvait lire Verlaine avec un apparat de notes qui était déjà remarquable. Tu as fait presque tout, c'est-à-dire que tu as recommencé. Et là, auparavant, j'avais vu qu'il y avait, après Léo Ferré, il y avait eu Antoine Blondin. Antoine Blondin, c'était un des hussards. Donc, encore quelqu'un qui était éloigné de la littérature officielle, qui pensait à quelque chose d'amusant et qui ne méritait pas une attention plus littéraire. Et avant toi, il n'y a eu que Martine Berco qui avait fait un bon travail pour scolaire quand même, parce que c'était vraiment scolaire. Et puis, tous tes livres, les livres de la Pochothèque, du livre de poche classique. Parce que la Pochothèque, c'est une collection de livres de poche classique, voilà. On a pu comprendre l'importance de Verlaine. Donc, à partir de là, je crois, du point de vue populaire. Je crois, Aïda, que c'est arrivé à un moment où le livre de poche classique, c'est un tournant de la collection. Donc c'était Michel Simonin au départ qui était directeur du livre de poche classique. Et par son appartenance au monde universitaire, il a favorisé l'entrée d'universitaires dans la collection qui jusque-là était une collection assez grand public. C'est évident que quand on donne à préfacer Verlaine par Léo Ferré, je veux dire, j'ai la plus grande admiration pour Léo Ferré, et par Antoine Blondin, on n'a pas du tout la même idée que quand on donne cette édition à faire à Martine Berco, qui était par exemple professeur à l'université de Bourgogne. Donc, il y a eu un tournant, là, qui a duré une vingtaine d'années, et donc après Michel Simonin est mort, la direction du livre de poche classique a changé, et il y a eu une rupture avec le monde universitaire. Donc, moi, je me suis arrêté parce le livre de poche classique a arrêté de publier des Verlaine. C'est pas inutile de parler de cela, du monde de l'édition, parce que quand on va en librairie et on achète un livre de poche, des Tascabile, il faut peut-être se demander de quand il date, de quelle collection il fait partie, quel a été le directeur de la collection, quels sont les autres auteurs qui ont été publiés à ce moment-là.
tout ne se vaut pas, et surtout dans les auteurs classiques comme Verlaine. Je veux dire, il n'y a pas d'édition de poche qui n'est pas Verlaine dans son catalogue. Je veux dire, GF, Flammarion, Presse Pocket, que sais-je encore, quoi. Poésie Gallimard, mais ce sont tous des volumes très anciens. Poésie Gallimard a aussi 60 ans, quoi. Bon. Non, bah, écoute, c'était justement pour t'entendre sur sur ce rapport, en fait, aussi à la vitalité d'une œuvre. Hein. C'est ça, en fait, que voilà, peut-être la note sur laquelle j'aimerais aussi t'entendre et conclure, parce que il y a un déploiement, on l'aura compris, une oblation, oserait-on dire, d'une énergie infinie pour rendre justice à l'œuvre. Je l'ai souligné avant, il y a quelques-uns de tes efforts qui, disons, ne paraîtront pas. Est-ce que tu pourrais simplement nous faire entreapercevoir la richesse de ces annexes que tu n'as pas pu intégrer, et peut-être dire un mot à ce propos? Oui, enfin, je ne peux pas parler de la richesse de mon travail, c'est difficile. Donc, oui, bien sûr. Donc, je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut retenir qui n'apparaissent pas au premier coup d'œil. Donc là, je fais ma propre publicité, hein, pardonnez-moi. C'est ce qu'on appelle l'appareil critique, à savoir la description technique, hein, des supports d'un texte, manuscrit, prépublié, publié, republié. Donc j'ai fait, un travail là de recherche aux Archives nationales pendant à peu près 5 ans, qui m'a permis de mettre à jour une centaine de documents tombés dans l'oubli, qui sont donc mentionnés dans cette édition et qui permettent à un lecteur philologue ou à un curieux aussi peut-être d'aller voir dans telle bibliothèque ou sur tel site la photographie de tel document et de la confronter au texte final, à la leçon finale. J'avais aussi, et je comprends où tu veux me mener, mais c'est vrai qu'il est bon d'en parler très rapidement, j'avais aussi constitué un appareil complet des variantes, à savoir à peu près 1 million de signes supplémentaires que l'éditeur a éliminés. Donc en disant, en arguant que ça n'intéressait plus personne, une centaine de personnes dans le monde, et que, le lecteur moyen n'avait que faire de lire des variantes textuelles. Je ne suis pas d'accord, bien entendu, j'ai accepté, qu'est-ce que vous voulez? Un directeur, c'est un directeur. Hein, je pouvais tout retirer, je n'étais pas aussi, aussi arrogant que cela, mais c'est une perte, voilà. C'est une perte qui est donc... vous trouverez là quelques variantes qui sont indiquées, qui sont des variantes lexicales que l'éditeur a tenu quand même à faire figurer, mais pas de liste complète des variantes, comme on les trouvait, je vous le signale, dans les éditions précédentes. L'édition de Dantec de 1938, dont je parlais, est une édition qui fait la liste des variantes, évidemment des documents disponibles en 1938. Ça, c'est autre chose. C'est un peu regrettable qu'on doive, se procurer une vieille Pléiade de 1938 pour avoir des renseignements qui auraient pu figurer dans une nouvelle Pléiade de 2025. Tel est le marché de l'édition. C'est vraiment une question de marché éditorial. C'est dommage, la Pléiade, vous savez tous ce que c'est. Tout le monde, a une confiance immodérée dans un texte de la Pléiade, s'y réfère sans se poser de questions. Je pense qu'il est aussi bon de temps en temps de se poser ce type de questions-là. Où va cette collection en 2025 ? Qu'est-ce qu'elle publie ? Comment elle le publie ? À qui elle s'adresse ? Voilà, il me semble que là aussi, il y a quelque chose qui est en train de changer, peut-être pas en bien, ni certainement en mieux, mais que voulez-vous ? C'est la vie.
Merci Olivier. Grazie di tutto, grazie a voi che siete venuti stasera, mi fa veramente molto piacere soprattutto vedere dei colleghi e degli studenti. Grazie ancora a Luca Pietromarchi, che voglio dire, presidente del seminario di filologia francese, che è all'origine di questa iniziativa, e evidentemente dulcis in fondo grazie a Ida Merella e a Giulian Zanetta del lavoro immane che comunque hanno fatto preparando questa discussione. Ancora grazie e una buona serata.